8h33, c'est l'heure de la revue de presse. Samuel Etienne, rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Un canal ce matin à la une de vos journaux, de Suez bien sûr, un canal mais des canaux d'interprétation, d'analyse qui divergent. Alors vos quotidiens sont à peu près d'accord sur les mots, c'est bien un deuxième canal de Suez qui est inauguré aujourd'hui en Égypte, un canal plus des Libérations qui décrypte l'événement, canal plus décrypté jeu de mots. Il y a un adjectif surtout qui revient souvent ce matin dans la presse en région, dans le Figaro, le Parisien, c'est pharaonique. Bon c'est vrai Patrick, je ne sais pas si vous avez remarqué que dès qu'il y a un grand chantier en Égypte, forcément, il est pharaonique. Un peu facile, mais c'est voilà. vrai. Difficile d'échapper au cliché. Ah, c'est pas en pharaon que François Hollande se déplace aujourd'hui en Égypte en tant qu'invité d'honneur de l'inauguration, vous le rappelez à l'instant. C'est pas non plus en président, note le journal L'Opinion. Non, c'est bien plus en chef des armées. Ce n'est pas pour rien qu'il est accompagné du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, des patrons des industries du secteur, Dassault Aviation, Safran et autres Thales. Tout ce beau monde qui sera survolé tout à l'heure par les 3 premiers Rafales livrés à l'Égypte. Car l'Égypte est un client de choix pour l'industrie française de l'armement. Les relations sont au beau fixe entre Paris et Le Caire, mais faut-il oublier pour autant, écrit Libération, que le maréchal Al-Sisi est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire, qu'il a été plébiscité président par un score de 96%, qu'il a remis l'armée aux commandes, qu'il n'y a pas de parlement. Eh bien, réponse du Figaro. Certains dénoncent l'alliance avec l'Égypte tant que le respect des droits de l'homme n'y est pas irréprochable. Sans doute oublie-t-il les défis auxquels fait face le pays, les périls qui menacent la région. Le maréchal Sissi est activement engagé dans le combat contre l'islamisme, aussi bien sur son territoire que contre Daesh en Syrie, en Yémen, en Libye et même au Mali. Pour le Figaro, voilà pourquoi cet allié doit être soutenu et plus encore. Le drame des migrants, Samuel aussi, et cette épopée rapportée par le Nord Littoral. Oui, un migrant a réussi à parcourir les 50 km du tunnel sous la Manche à pied. Plus qu'un marathon, donc sous terre, échappant au contrôle, aux caméras et provoquant une belle pagaille dans le trafic quand sa présence a été détectée. Alors je dis a réussi à parcourir, je corrige, il a presque réussi. Il a été arrêté par les forces anglaises à quelques mètres seulement de la sortie. Une plainte a été déposée en Angleterre. L'homme est emprisonné dans l'attente de son jugement. Il risque de la prison ferme et puis également de ne plus pouvoir déposer de demande d'asile. Une autre histoire de migrants que raconte ce matin Paris Match, mais une histoire d'amour cette fois. Oui, c'est l'histoire de Noémie, 24 ans, et de Fraiz, 27 ans. Noémie est calaisienne, elle est née, elle a grandi dans le Nord. Fraiz, lui, est afghan, il est arrivé en France en 2011. En 2012, la mère de Noémie, qui travaille dans une association d'aide aux migrants, ramène Fraiz à la maison. Fraiz va revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, il devient un peu un habitué de la maison, presque de la famille. Et avec Noémie, des sentiments se créent peu à peu, tant et si bien que le 27 décembre dernier, eh bien, mariage. Oui, c'est une belle histoire. Ouais. Les deux amoureux, en tout cas ça commence bien, ont des projets, veulent ouvrir un salon de thé à Calais, mais pour cela, bien sûr, il faut que Fraiz soit régularisé. Mais le courrier de la préfecture, c'est là que ça se gâte, est arrivé. Demande rejetée. Le mari de Noémie est sommé de quitter la France sous 30 jours. Depuis, eh bien, chaque soir, après le dîner, Fraiz rejoint les migrants qui tentent de passer de l'autre côté en Angleterre. Et s'il y parvient un jour, eh bien, Noémie partira elle aussi avec leur salon de thé, et c'est en Grande-Bretagne qu'ils l'ouvriront. Et puis le drame des migrants vient aussi de nouveau faire l'actualité avec le naufrage de ce bateau, donc hier au large des côtes libyennes. Oui, probablement plus de 200 morts dans ce naufrage dont Europe vous parlait ce matin. Un seul responsable, un seul, selon l'humanité, l'Union européenne. L'Europe forteresse, comme elle est rebaptisée par le journal. L'insupportable hécatombe. Vous évoquiez tout à l'heure dans le kiosque, Patrick, cette une du Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui met en garde. C'est terrible, car à force de se répéter, il devient un malheur banal, presque normal, mais il ne faut pas s'y habituer, jamais, parce que lorsque ces migrants glissent dans l'eau et disparaissent dans l'oubli, notre indifférence nous déshumanise. Samuel, le Figaro nous emmène aussi ce matin dans un endroit très secret. Oui, a priori, aucun visiteur n'y est admis. Il s'agit des coffres-forts du Crédit municipal de Paris. Vous savez ce qu'on appelait autrefois ma tante où le monde piétait. Cet endroit où on vient d'obtenir un petit peu d'argent en échange d'un objet qu'on peut revenir chercher plus tard, à condition bien sûr de rembourser sa dette. Alors il y a des trésors dans ces coffres, 1 300 000 objets, beaucoup de bijoux, de montres et curieusement,
de manteaux de fourrure aussi, soigneusement entreposés, traités à température constante, car le bruit court que c'est le meilleur endroit à Paris pour conserver ces manteaux fragiles et que de nombreuses Parisiennes viennent l'été pour les déposer avant de les récupérer l'hiver venu. Le Mont-de-Piété... ils peuvent être revendus entre-temps aussi. Non, parce qu'elles payent les intérêts, bien sûr. Ah oui, voilà. Ils ont un peu de temps, et puis, finalement, ces intérêts très faibles, viennent payer leur écho et récupèrent le manteau de fourrure. Mont-de-Piété, où la citation d'Elizabeth Taylor incarnée, dont je me suis souvenu ce matin, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les fourrures et les bijoux. Et maintenant, la question la plus importante de toutes. Oui, c'est le dernier numéro de l'Obs qui cite le célèbre physicien Stephen Hawking. La question la plus importante de toutes, c'est, Sophie, une petite idée? À mon avis, c'est un rapport avec l'univers. Oui, c'est pas le manteau de fourrure. Non. Mais est-ce qu'on est seul ou pas? Exactement, sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà la question la plus importante de tous. Alors, vous savez peut-être qu'un milliardaire russe vient de lancer un vaste programme d'écoute de l'espace pour répondre à cette question. Budget 100 millions de dollars tout de même. Malgré tous ces dollars, ça va rester compliqué parce que comme l'univers est très étendu, un message, même s'il voyage à la vitesse de la lumière, ne peut toucher une intelligence extraterrestre qu'après au moins 100 millions d'années. Alors imaginez un coup de fil qui durerait 100 millions d'années et puis une réponse bien sûr qui prendrait autant de temps. Oui. Voilà, la conversation elle n'est pas gagnée. Et à propos de conversation avec les extraterrestres, le site Rue 89 rapporte que la NASA vient de mettre en ligne les messages enregistrés sur le disque que la sonde voyageur destinée à d'éventuels petits hommes verts. Il y a tout sur ce disque, des bruits de bébés, du vent, de la mer, un bruit de tracteur, il y a de la musique et puis il y a aussi un message de bienvenue enregistré dans toutes les langues de la planète, mais c'est pas toujours le même message. Écoutez. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Herzliche Grüße an alle. Alors les Américains, eux, ils envoient un chaleureux bonjour de la part de tous les enfants de la planète Terre. Eh ben nous, les Français, on se contente d'un bonjour tout le monde. Ah oui, j'imagine l'extraterrestre qui découvre ce message. Voilà. Ouais. Après, il ne faudra pas s'étonner si les extraterrestres débarquent à Washington plutôt qu'à Paris. Ouais. Quand je dis ça, je dis rien. Oui. Merci Samuel et Étienne.